Donc, je suis heureux d'ouvrir ce festival avec la première table ronde donc de ce festival Hypermonde centré sur les voyages. Donc aujourd'hui, l'idée, ça va être un peu d'explorer la dimension pour le héros, la dimension initiatique du voyage, avec nos trois auteurs, Anouk Faure, Patrick Doudney et Gilberto Villarroel. On m'a donné des auteurs avec des noms difficiles ce matin. Attends, on se demandait, est-ce qu'on dit Gilberto ou est-ce qu'on dit Gilberto? Tout le monde dit Gilberto, c'est Gilberto en espagnol. Gilberto. C'est plus difficile. On peut. Gilberto. Et Villarroel. Ah ouais. Villarroel. Okay. Très bien. Bah écoute, on va commencer par toi alors pour te présenter du coup. Allô? Mets-le bien près du menton. Allô, allô, allô. Allô? Ok. En présentation, quelque chose? Oui. Bon, bonjour. Je suis un auteur chilien, mais c'est ça l'accent bizarre. J'avais déjà 11 ans presque à Paris. Mon fils est franco-chilien, c'est pour ça. Et j'ai commencé à publier ici le premier roman. J'ai publié déjà 4 romans de la saga de Lord Cochrane. Et c'est un personnage historique, mais j'ai mélangé le roman naval napoléonien qui a inspiré le vrai Lord Cochrane avec tout l'univers de Lovecraft. Il y a déjà 4 tomes publiés de la saga Lord Cochrane. Et le dernier, c'est un livre de vampires qui s'appelle Zona Zero. Mon éditeur a conservé le titre en espagnol. Et voilà. Merci beaucoup. Anouk, à toi de te présenter. Bonjour, merci d'être là déjà. On m'entend ou pas? Ouais, d'accord. Moi, je m'entends pas. Donc, je suis Anouk Faure, je suis autrice, illustratrice, artiste plasticienne originaire de Nouvelle-Calédonie. Voilà, j'ai d'abord commencé à être dans l'illustration, enfin dans les littératures de l'imaginaire à travers l'illustration. J'ai réalisé des couvertures pour des romans, pour des ouvrages aussi illustrés. Et j'ai publié mon premier roman, La Cité diaphane, en 2023. Là, je viens pour mon deuxième roman, donc à Athéa, qui est une fantasy science-fiction d'aventure maritime inspirée du coup de la Nouvelle-Calédonie et de l'Océanie au sens large. Et voilà. Merci beaucoup, Patrick. Bonjour du coup. Je m'appelle Patrick. Je suis un être humain de la planète Terre qui écrit des livres. Ça fait un certain temps que j'écris des livres, puisque mon premier bouquin, il a été publié en 2007. Et que depuis, j'ai eu un parcours un peu bizarre entre le polar, le roman noir, le roman de nature writing, la poésie. Et du coup, moi, je suis plutôt là, a priori, pour la saga de fantasy que je suis en train d'écrire en ce moment, qui s'appelle Le Cycle de Sif, et dont, je suis en train de rédiger en ce moment le 5e tome. Je suis à peu près à mi-chemin pour les gens que ça intéresse, s'il y en a dans la salle. Voilà. Et je suis content d'être là aussi, et je suis content que vous soyez là aussi. Et c'est super. Et donc, justement, à propos de ce cycle de Sif, donc c'est un héros récurrent. Et pour toi, donc quel est le rôle quel est le rôle du voyage dans le développement ou l'évolution de ton héros? Eh ben, je veux bien rembobiner un tout petit poil parce que un de mes angles justement dans l'élaboration du cycle, c'est que je ne campe pas un héros. Ça fait partie de ce que j'essaye de défaire. Alors le cycle, c'est un peu une entreprise littéraire et autre de longue haleine, mais au cours duquel j'essaye de détricoter pas mal de choses autour, entre autres, de la structure du texte et des rôles traditionnels qu'on va assigner par exemple, voilà, au héros narrativement. Et justement, j'essaye de faire de mon personnage un personnage, c'est-à-dire que c'est le narrateur. Mais très clairement, on est dans une position narrative qui s'inscrit vraiment en faux vis-à-vis de
de la manière dont on va traditionnellement envisager la figure du héros, notamment dans la mythologie. Voilà. Et quel est le rôle du voyage? Eh ben moi, mon personnage, il voyage beaucoup. Je pense que c'est le voyage pour lui, ça va être quelque chose de très formateur. Alors c'est un personnage qui est un peu entre deux mondes à l'origine. Il est issu de deux cultures différentes. En tout cas, il est élevé par deux cultures différentes. Et tout au long de son parcours, en gros, le voyage va lui permettre d'ajouter des je sais pas comment je peux dire ça, d'ajouter des identités en fait, toutes les rencontres qu'il va faire avec des cultures différentes, des paysages différents, c'est des choses qui vont le former et l'amener à développer entre autres ses réflexions sur le monde qui sont moi une excuse pour vous parler d'une autre en gros. Voilà. Très bien. Anouk, à ton avis, donc, quelle est l'influence ou le rôle du voyage sur tes personnages? Dans le cas d'Aatea, c'est évidemment un rôle central parce que toute l'histoire d'Aatea, c'est un voyage finalement. En fait, Aatea, donc, se passe dans un univers qui s'appelle la Nuée, qui est un univers très différent du nôtre et qui est notamment extrêmement chaotique. Les océans vont pas être en bas, le ciel en haut. En fait, tout est mélangé. Les océans flottent dans le ciel et tout est en constante métamorphose. C'est tout le temps à la fois en train de se construire et de se détruire. Et donc, dans cette instabilité, voyager est déjà extrêmement compliqué. Les seuls espaces à peu près de stabilité sont des sortes d'énormes créatures qu'ils appellent des îles, sur lesquelles les gens vivent en symbiose. Mais voyager entre ces îles ou pour aller récupérer des ressources, c'est extrêmement compliqué. Et le personnage principal, donc Aatea, est un navigateur et possède en fait un sens supplémentaire qui s'appelle l'onception, qui lui permet en fait de sentir les mouvements des marées, des courants, un peu à la façon de l'écolocation des cachalots finalement. Et donc avec ce sens qui permet de sentir finalement le mouvement du monde, il va pouvoir éviter les dangers de ce monde. Et au début, en fait, cette apparence de contrôle sur le monde du personnage est contrebalancée par le fait qu'il appartient aux castes les plus basses de sa société et qu'il est en fait esclave. Et donc en fait le récit, c'est le moment où il décide d'arrêter d'agir comme un esclave suite à différents événements qui vont le pousser à sa limite et finalement s'émanciper en partant et en utilisant ses compétences pour sa propre liberté et pour une forme d'exil, parce que c'est aussi le fait de renoncer à sa société, même si elle est violente, et voyager seul dans un univers en instabilité. Et donc, on va suivre en fait le parcours de ce personnage dans ce monde instable, donc dans ce rapport constant à l'instabilité, à l'absence de société, au déracinement, et aussi après les rencontres qu'il va faire et comment d'autres cultures finalement ont façonné leur culture par rapport à ce monde et à ses caractéristiques. Donc à la fois un rôle émancipateur et aussi un accès à la connaissance d'une certaine façon, à la découverte d'autres réalités que la sienne. Oui, on va dire c'est un explorateur, mais dans le sens où un peu malgré lui, en fait, il va être amené à faire des rencontres et avec son regard de personne qui est toujours extérieure, parce que même dans sa société de départ, il était déjà marginal. Et il est en position de marginalité aussi par rapport à toutes les sociétés qu'il rencontre, et comment ça forge son regard par rapport à tout ce qu'il rencontre, et notamment un des thèmes centraux, c'est la discrimination et comment en fait chaque société va créer des groupes inférieurs aux autres et comment lui perçoit ça. Ok. En parlant d'explorateur, Gilberto, je crois que votre personnage principal, enfin celui de la série Lord Cochrane, lui est un grand explorateur pour le coup. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ce personnage et d'où il vient et le rôle du voyage dans sa construction? Oui, c'est un personnage extraordinaire parce qu'il a vraiment existé. À l'époque, il a été expulsé de la marine, de la Royal Navy, du Parlement aussi. Il était considéré une espèce de révolutionnaire à l'époque. Il s'est battu pour le suffrage universel et tout ça. À l'époque, c'était difficile. Et c'est pour ça qu'il était en chômage. Il a été appelé pour la République du Chili pour commander la flotte. Et finalement, il a aidé à libérer le Chili, le Pérou, le Brésil, la Grèce aussi. Et quelques années après, a été reconnu comme le dernier héros vivant de l'époque napoléonienne
à fin du 19e. Il avait une vie très longue. Et il était un explorateur, il avait un côté inventeur, il avait un côté rogue, rebelle, intéressant pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de monument, par exemple, consacré à Lord Cochrane à Londres. Hein. C'est toujours un personnage un peu bi, on dirait, sérieux bi. Mais il y a pas mal de contradictions dans sa vie, mais ça, c'est une chose qui pour moi, c'est plus attirante, on dirait, en tant que personnage. Il a voyagé et je pense qu'un voyage, c'est une façon de rencontrer des autres cultures, mais de chercher quelque chose qui n'a pas encore apparu dans lui-même, non? Si je viens de dire ça. C'est de se rencontrer lui-même. En tant qu'immigrant, je peux dire ça aussi. Pour moi, Paris m'a débloqué la capacité d'écrire des romans. J'avais tout ça tellement bloqué. J'avais commencé à travailler comme journaliste, comme scénariste après. J'avais écrit de la BD, mais tout ça, je ne l'ai pas considéré comme écriture vraiment. Et à Paris, j'ai décidé de commencer à écrire parce que j'étais dans un autre endroit, j'ai commencé à rencontrer des gens, des héros de ma vie, des auteurs, des Mackie, Neil Gaiman. À partir du moment où je me suis dit, ici tout est possible, et ça m'a débloqué la capacité d'écrire des romans. C'est-à-dire, quand on voyage, je pense que c'est pour rencontrer des autres, mais pour se rencontrer lui-même aussi. Des choses qui n'ont pas apparu encore. Bah, je crois que finalement, c'est ce qui ressort un peu de ce que vous avez dit tous les trois, que ça, le voyage va servir à la fois soit d'émancipation, soit de révélation de soi-même, à travers la rencontre avec d'autres réalités ou d'autres civilisations. Je sais pas si vous, Patrick, tu... Attends, Tu peux prendre le mien. On va se débrouiller. On va se passer les micros. Tu peux le récupérer, ouais. Du coup, ça m'a un peu perturbé. C'était quoi la question? Ah oui, j'ai oublié. Ouais, désolé. Je sais. Non, je disais oui, effectivement. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée que le voyage servait de révélateur pour ton personnage qui tu veux, oui, ton anti-héros visiblement. Carrément. Après, je pense, non, c'est pas un anti-héros non plus. Je pense que l'anti-héros, c'est un peu joue le même rôle narratif que le héros. Juste, c'est un connard, quoi. Disons les choses. Moi, j'essaye vraiment de placer mon personnage quelque part presque enfin, autant c'est le narrateur, autant il participe à, mais autant il est rien d'autre que ça. C'est une sorte de caméra, quoi. Une sorte de témoin. Même si effectivement je joue beaucoup avec les tropes, comme on dit, du genre de la fantasy, donc forcément les trucs autour de l'être élu, machin. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les bouquins, on va découvrir que non, et que plein d'autres trucs différents qu'on n'a pas forcément peut-être l'habitude de rencontrer en fantasy. Quand je disais que c'est un boulot de longue haleine, c'est vraiment, je suis pas du tout en train de répondre à ta question, mais c'est vraiment un procédé de longue haleine où j'essaye de décaler les choses et notamment les attentes, quoi, au fur et à mesure des tomes. Et donc par rapport au voyage, comme mes bouquins, clairement, en tout cas, le cycle de Sif, je m'en sers beaucoup, notamment pour amener des idées. Mes décors, enfin, l'idée du voyage, c'est plus ou moins des décors, quoi, que je mets en scène, que je place devant le personnage pour pouvoir soutenir ou porter ou amener un discours, des idées, confronter le personnage à des notions plutôt, en fait. Et je dirais que pour moi, c'est un peu ça le taf de l'auteur ou de l'autrice. C'est vraiment enfin, il y a toujours cet effet on est toujours un peu c'est toujours un peu du théâtre, quoi. Deus ex machina quelque part. Enfin, on est toujours en train de montrer quelque chose, en essayant de faire croire en essayant de lui donner suffisamment de consistance pour que les gens se l'approprient. Et idem pour les paysages, et donc idem pour le voyage. Merci.
Alors, quand on parle du voyage que ce soit dans la littérature ou le cinéma, depuis Lucas, il y a une tarte à la crème qui revient, qui est le monomythe de Joseph Campbell. Cette idée qu'il y a une forme cyclique, un rôle cyclique du voyage dans la révélation du héros. Alors donc le monomythe avait été proposé par Campbell dans les années 50 pour expliquer la structure narrative de quasiment l'ensemble de toutes les mythologies. Depuis, ça a été pas mal réfuté par les universitaires, mais par contre, ça a été beaucoup utilisé dans la création narrative, notamment au cinéma. Et je crois que Gilberto, toi, c'était quelque chose sur lequel avec lequel tu avais travaillé à l'origine. Oui, j'ai commencé à lire tous les livres quand j'avais envie de commencer à écrire audiovisuel. Et j'ai lu les livres de Campbell aussi. Et je fais partie de la génération qui a été élevée avec les 3 premiers films, les classiques de Star Wars, les 4, les 5, les 6. 4, 5, 6, oui. Oui, et c'était étonnant de la façon dans laquelle Lucas s'est connecté avec une audience globale. Et ça m'a réveillé la curiosité d'aller un peu plus loin pour lire les auteurs comme Campbell. Oui. Et aujourd'hui, c'est presque un cliché, non? C'est possible de reconnaître un peu la formule dans tous les films Marvel et tout ça. Mais avant, dans l'époque de Lucas, c'était vraiment intéressant de voir de cette façon un mélange de genres aussi, non? Entre les contes de fées et la série B de science-fiction qu'il a fait spécialement avec le 4e épisode, la première Star Wars qui est arrivée au cinéma. Et c'était vraiment un nouveau monde. Et je me souviens aussi d'une cousine chilienne qui m'a visité au Chili avec son petit garçon. Une fois, j'avais une figurine de Darth Vader, Darth Vader pour vous. et il a dit Anakin, parce que pour lui, les préquels, les 1, 2, 3, étaient plus proches. Il a regardé d'une autre façon les personnages, mais pour moi, c'était l'occasion de vérifier que les mythes avaient sauté déjà d'une génération à une autre. C'était vraiment impressionnant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la formule est un peu fatiguée, on dirait. Mais à l'époque de Star Wars, du deuxième Mad Max et de Road Warrior, c'était vraiment quelque chose d'étonnant. Qu'on a diffusé il n'y a pas très longtemps dans le cadre d'Hypermonde. Anouk, toi, ça résonne pour toi ou pas du tout? Alors, je suis déçue de dire que non, parce qu'en fait, en général, le mythe, c'est vraiment une source d'inspiration importante pour moi, mais en l'occurrence, dans ATA, et cet aspect du monomythe et du héros au milieu du visage n'est pas du tout quelque chose dans laquelle j'ai essayé de m'inscrire. J'étais vraiment sur quelque chose aussi de plus personnel avec ce roman. Et en fait, je retrouvais beaucoup dans ce que tu disais sur le fait qu'à partir du moment où tu as été à Paris, tu as trouvé en toi ce qui t'avait permis d'écrire des romans. Et c'est un peu ça aussi que j'ai vécu, pas pour les romans, mais en fait, le fait de pouvoir... donc, je suis originaire de Nouvelle-Calédonie, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 18 ans. Maintenant, ça fait quasiment... ça fait plus de 15 ans que je suis en France. Et en fait, le regard que je portais sur la Nouvelle-Calédonie, sur le Pacifique et sur tous les paysages, les atmosphères avec lesquelles j'ai vécu là-bas, en fait, d'une certaine façon mûri du fait d'être plus dans cet endroit-là, et mon rapport à mon île d'origine, et aussi à la création par rapport à ces territoires, par rapport à l'insularité. Et en fait, je pense que je peux écrire à ATA justement parce que j'étais pas en Nouvelle-Calédonie et que du coup j'avais cette distance. Et du coup il y avait aussi ce rapport personnel du personnage d'Atea qui est déraciné, qui part de son île d'origine et qui en fait, en même temps qu'il rencontre d'autres sociétés, porte un regard sur ce qu'il découvre, mais aussi un regard intérieur sur ce qu'il a connu avant, sur comment lui, ce qu'il a toujours connu, l'a forgé, etc. Donc c'est plus, on va dire, c'est un roman qui est plus de l'ordre de l'intime et du personnel que dans une recherche de s'inscrire dans quelque chose de mythique et de plus global. Patrick?
ton rapport au monomythe? Est-ce que c'est une source? Est-ce que c'est quelque chose que tu ignores, que tu rejettes? C'est pas une source, c'est une notion que j'ai côtoyée il y a quand moi j'étais à la fac, donc je vais essayer de faire court, et je suis désolé si je parle un peu beaucoup, mais On a le temps, t'inquiète. ok. Donc en gros moi mon parcours universitaire et mon master, j'ai fait un master croisé entre la littérature et la sociologie en gros. Et mon objet, c'était d'étudier, en gros, la fonction sociale du mythe et la fantaisie dans ce cadre-là. Le master s'appelait Fantaisie et mouvement contre-culturel du XXe siècle. Et en gros, mon idée, c'était d'essayer de mettre en évidence que la fantaisie était une excroissance moderne du mythe. Donc j'ai abordé la question, la figure du héros, mais on va dire dans un contexte plus global. Et du coup, ce qui m'intéressait davantage, c'était plus les structures du récit. Et donc, je me suis intéressé à des théoriciens, et dont une théoricienne qui est à peu près aussi bien vieillie, je pense que Campbell, qui s'appelle Marthe Robert, qui est très freudienne et que je recommande à personne, mais néanmoins qui a développé quelques théories que moi j'ai trouvé intéressantes et que j'ai intégrées du coup dans mon travail, et dont l'idée que en gros il y a deux histoires. Voilà, il y a pas de il y a le monomythe, mais elle dit non, en fait il y en a deux, mais voilà, bon, c'est le même genre d'idée. Il y a des structures d'histoire et on les répète. Donc c'est un truc que j'ai étudié, mais ouais, disons dans une démarche plus globale autour de qu'est-ce que c'est en fait, à quoi sert la mythologie socialement. Et du coup, en fait, je peux ne pas monologuer et m'arrêter là, parce que voilà, j'ai répondu, je crois. Peut-être, juste avant de passer la parole au public, une dernière question à chacun d'entre vous. Vos héros, mettons les derniers sur lesquels vous êtes en train de travailler, est-ce que ça a été une rencontre imminente, c'est bon sang mais c'est bien sûr, ou c'est quelque chose que vous avez travaillé? Je vais poser la question à chacun d'entre vous, donc on va commencer par toi. Ou c'est quelque chose qui a mûri progressivement? Du coup, pour reprendre exactement le fil de ce que je disais tout à l'heure, moi, en gros, je me suis toujours dit, je vais écrire à un moment. Je vais travailler littérairement sur le mythe et essayer, en gros, de produire une mythologie matérialiste plutôt qu'une mythologie essentialiste. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire dans mon travail. Et du coup, en extension de ça, en gros, le cycle, et donc le Sif, qui est le héros, on s'entend, du cycle, il est né en même temps que l'univers, en fait, il est né en même temps que l'histoire. Tout ça a mûri pendant 10 ans. Moi, je suis parti de l'idée, en étudiant ce genre-là de la fantaisie spécifiquement à l'université, je me suis aperçu que c'était très difficile d'écrire de la bonne fantaisie, en fait, contrairement à ce que les gens qui étaient obsédés par Flaubert, que je côtoyais, n'avaient cesse de dire. En fait, non, c'est super difficile d'écrire de la bonne fantaisie. Et moi, j'ai tendance à dire que c'est même 3 fois plus difficile, parce que ça fait un truc facile à dire, mais quand tu écris de la fantaisie, il faut inventer un univers cohérent. Ça, Flaubert, il avait déjà un univers cohérent. Il faut inventer une histoire. Ça, Flaubert, il devait aussi inventer une histoire. Et il faut arriver à rendre cette histoire et cet univers accessible au lecteur et à la lectrice, qui est un défi technique, en fait, que les gens qui est abordé de manière différente selon les auteurs et les autrices, mais voilà, qui est là, et qui est pas pour avoir écrit de la blanche, comme on dit, qui est pas un enjeu qu'on a quand on écrit de la littérature dite normale. Oui, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ça s'appelle de la paralittérature, de la fantaisie à la science-fiction dans le milieu universitaire. Donc c'est pas vraiment la littérature, ça tourne autour de la littérature, mais c'en est pas complètement. Tout ça pour dire, donc moi, mon parcours théorique, ça a été ça, et je me suis aperçu donc que ce serait bien que je m'entraîne un peu avant juste à écrire, parce que je savais pas écrire. J'avais 23 ans à l'époque où mon premier roman a été publié,
et il est pas très bon, voire il est assez mauvais, je le recommande à personne non plus. Du coup, j'ai passé une dizaine d'années à apprendre à faire mon métier, parce qu'en fait, il y a personne c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Et une fois que je me suis senti d'avoir les épaules pour porter un projet de cette envergure-là, c'est-à-dire qu'en gros, le cycle va me prendre 15 ans de ma vie, je suis dessus depuis un certain temps, mais c'est un gros projet, et j'avais envie d'être certain de pouvoir le porter avant de me lancer, donc je me suis entraîné. Et du coup, pendant tout ce temps-là, le projet a mûri. Alors, il n'a pas mûri de manière, concrète. Mais l'idée était là. Là, c'est le seul moment où finalement j'ai monologué un peu. C'est le seul moment de la manière. Enfin, en fait, j'ai une approche très, vous l'aurez peut-être un peu compris, très artisanale de l'écriture. Je pense qu'il faut travailler pour apprendre à écrire, et c'est comme ça qu'on apprend à écrire. Mais le seul endroit un peu où j'accepte qu'il y ait une part un peu de, je vais pas dire de mystique, mais d'un truc qu'on contrôle pas trop, c'est que moi généralement avant d'écrire un bouquin j'ai une sensation. Je dis une couleur parce que j'ai pas d'autres mots pour le dire, mais voilà. Donc la couleur cycle de Sif a passé 10 ans à mûrir dans mon bocal, et au moment où c'est sorti, en fait tout est sorti parce que ça servait un propos. Ça servait une approche théorique. Enfin, tout se répondait en fait. Et du coup, ça n'a pas été genre une rencontre avec quelqu'un. Ça rejoint ce que je disais un peu sur le théâtre, quoi. Moi, tout ce que je mets en scène, c'est clairement là pour dire quelque chose. Après, il faut que je travaille sur les personnages pour vous faire croire que c'est pas le cas et pour leur donner une consistance. Mais à la base, tout le monde et tout ce que j'écris est là pour servir une fonction. Donc, il n'y a pas de grande révélation, de grande rencontre interpersonnelle entre moi et mes personnages, quoi. Non. Donc oui, une longue maturation, si on résume. Ouais, aussi, ouais. Oui, finalement, j'aurais juste pu dire ça. Anouk, en ce qui te concerne, ton héros, ton personnage là d'esclave émancipé, est-ce que c'est quelque chose qui t'est apparu évident ou qui a là aussi maturé pendant longtemps? Alors un peu comme Patrick, au départ... T'as autant de temps que lui pour parler, si tu veux. Au départ, j'ai une sensation. J'ai une espèce de, on va dire, blurb indéfini qui contient tout, en fait, entre guillemets, et qui est, on va dire, en fait, tout est lié, en fait, les personnages, l'atmosphère, le style. Je peux pas vraiment séparer ça. En fait, au début, j'ai vraiment cette espèce de vision un peu floue de ce que ça doit être. Et en fait, mon but, après, ça va être un peu de tisser ou de filer ça et de l'affiner progressivement, de le découvrir, de le dégrossir pour rentrer dans les nuances et les aspérités de cette idée principale. Mais en fait, je peux pas, par exemple, moi, j'écris pas, par exemple, du tout de synopsis. J'ai pas d'abord les péripéties et ensuite je vais mettre un style par-dessus. En fait, tout est vraiment interpénétré de façon très étroite. Et donc, quand j'écris même mon premier jet, il faut déjà qu'il y ait le style, le rythme et l'atmosphère. Et le personnage va en fait se construire en creux dans tout ça. Donc, je peux pas vraiment séparer les éléments des uns des autres. Et le personnage d'Atea, il s'est... alors c'est à la troisième personne, mais on est en narration interne de ce personnage pendant tout le récit de façon très étroite. Et comme je disais, on est dans un monde assez étonnant, qui est assez brutal, avec une présence de la nature qui est extrêmement forte. Et on est dans un personnage qui est beaucoup dans la sensation, dans le rapport au corps, dans un rapport assez charnel au monde. Et donc tout passe à travers son corps, plus que son esprit pendant une bonne partie du roman. Donc vraiment, en fait, finalement, le monde et la façon dont la chair du personnage rencontre le monde, en fait, se sont mises à exister en simultané. Et après, c'est au fil de l'écriture du premier jet, puis de travail. Je fais beaucoup de réécriture, en fait, pour affiner. Et par exemple, pour Atea, j'avais écrit la moitié du roman quand j'ai vraiment su que je sentais vraiment précisément ce que je voulais, et du coup j'ai réécrit tout le début et après j'ai recontinué à partir de là, etc. Mais c'est des phases successives, mais tout est là dès le départ. Merci. Gilberto, ton personnage principal Oui, pour les dernières, pour Zona Cero, c'est un journaliste. J'ai commencé à travailler déjà les 4 dernières années de la dictature comme journaliste, un métier que je connais bien. C'était facile d'imaginer les choses qui sont possibles pour les personnages, les choses qui sont plus difficiles, non?
Et pour la série de Lord Cochrane, c'est un personnage qu'on connaît à l'école au Chili, mais seulement en tant que marin, en tant qu'un personnage de la guerre d'indépendance, mais tous les côtés politiques, les côtés inventeurs, tout ça, c'était vraiment inconnu pour les Chiliens et j'avais envie de faire un peu de recherche et j'ai commencé à développer un projet de documentaire pour la télévision publique. Et j'ai fait finalement, j'ai parcouru 7 pays, 16 villes pour reconstruire la route de Cochrane avec son descendant qui à l'époque était en train de construire un parc éolien au Chili. Il avait une connexion entre 200 années après, un descendant de Cochrane inventeur avec le Cochrane original et lui a joué comme narrateur et j'ai travaillé comme producteur et comme auteur, un ami a fait la réalisation. Et ça m'a donné une vision très grande du personnage. Et à la même époque, j'étais en train de m'installer à Paris et qui avait l'habitude d'aller en vacances en face de Fort Boyard, mais pour des raisons de famille. Mais pendant la recherche, j'ai commencé à réaliser que Cochrane avait détruit les premières Fort Boyard, l'année 1809. Et en même temps, j'ai commencé à lire des romans pour avoir un peu d'ambiance avant le tournage. Et j'avais aucune idée que celui qui avait inspiré tous les genres de tous les romans navals napoléoniens, un sub-genre très précis, mais tous les personnages de Master and Commander, Jack Aubrey, 21 romans inspirés par Cochrane. Si quelqu'un a regardé le film Master and Commander, il y a un moment avec Russell Crowe va capturer avec un petit bateau une grande frégate française. C'est Cochrane qui a fait ça, mais il a capturé une frégate espagnole dans la vraie vie. Mais je me suis dit, attends, c'est un personnage qui il est bien présent dans la culture populaire, mais inconnu en même temps. Il avait inspiré la saga de Hornblower. Ouais, c'est ce que je veux dire, Hornblower aussi. Oui, et aussi le capitaine Kirk de Star Trek, parce que quand Gene Roddenberry a fait le pitch à la NBC pour montrer les premiers scripts de Star Trek, il a dit Hornblower dans un vaisseau spatial. C'est-à-dire d'une façon indirecte, le capitaine Kirk Cochrane. Et je me suis dit, j'ai envie pendant le tournage, non? J'ai envie d'écrire un roman naval napoléonien avec le vrai Cochrane. C'est une façon de rendre hommage aussi, d'assurer pour lui une place dans la culture populaire. Mais en même temps, je suis passionné de Lovecraft et j'avais adapté au Chili l'année 2000 le modèle de Pickman comme film et comme BD après. Je suis toujours en train de relire Lovecraft. Et j'ai décidé pour le premier livre de mélanger les romans navals napoléoniens avec l'univers de Lovecraftien, on dirait. Et ça, c'est le premier volume Cochrane versus Cthulhu. C'était un exercice, vraiment. Et ça n'était pas difficile parce que j'avais déjà une forte connaissance du personnage et une grande passion pour Lovecraft. Lovecraft qui maintenant est à la Pléiade, donc tu vois, tu peux passer de la paralittérature à la littérature reconnue. On va c'est peut-être le moment au public de s'exprimer. Si vous avez des questions, c'est l'occasion de l'un des 3 auteurs ou aux 3 auteurs en même temps. Bonjour, merci pour cette présentation. Alors j'ai 2 questions, vous répondez à celle qui vous intéresse le plus. Que devient la destination dans ces voyages ? Et j'ai noté aussi, il semble y avoir une différence importante entre héros et protagoniste principal. Alors pour vous, à quoi ça consisterait effectivement ? Alors ça, c'est peut-être plus pour Patrick. Non, je te laisse répondre. Comme ça, je jauge de combien de temps c'est acceptable. Alors, qui veut répondre en premier à ces 2 questions, à l'une de ces 2 questions? Oui, pour le dernier roman, Zona Cero, c'est vraiment un personnage ordinaire dans une situation extraordinaire. La définition d'héros pour le personnage de Gabriel, le journaliste. Et Cochrane, c'est un peu différent. C'est vraiment, on dirait, un game changer, non? Quelqu'un qui fait la différence quand il apparaît. Mais en même temps, c'est un personnage difficile parce qu'il n'avait pas l'habitude d'être discipliné. Et il avait l'habitude de se battre contre tout le monde, pas seulement contre ses ennemis, mais avec les autorités aussi. Et c'est un personnage un peu fou. Je pense que quand j'ai écrit le livre, j'avais dans la tête un mélange entre Sherlock Holmes, personnage intelligent et rationnel, mais aussi le Mel Gibson du deuxième Mad Max. Et une force de la nature, non? Un mélange.
Et c'est vraiment un héros, mais un héros un peu fou, on dirait, pas facile à prédire tout le temps, mais c'est aussi un personnage qui fait la différence. C'est ça la définition. La différence avec un protagoniste qui, parfois, c'est un personnage qui est à côté de l'histoire. On témoigne, comme le personnage de la Forteresse cachée, ça s'appelle comme ça le film de Kurosawa en français? En français, non? oui. Oui, oui. Qui sont des personnages qui sont à côté, non? Sont pas les chefs, et qui sont les témoins de l'histoire. Et ça, c'est la différence. Mais pour moi, ce sont des personnages qui sont capables de faire une différence, même si ce sont des personnages ordinaires, et qui ont aussi la possibilité de choisir son destin. Parce que, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des mineurs chiliens, les 33 mineurs. Les gouvernements, à l'époque, les gouvernements de droit les avaient vus comme des héros, mais ils sont vraiment des victimes parce qu'ils ils n'avaient pas la possibilité de choisir de rester là-bas. Et ils sont attrapés parce qu'ils n'avaient pas une sortie d'urgence. L'entreprise a mal géré la mine, et c'est pour ça qu'ils sont attrapés. Parfois, il y a un personnage qui, dans son bataille, est condamné à se rendre, mais il décide de résister. Le président Allende, on dirait. On ne peut pas aller plus loin que ça. Le président Allende, il était condamné à se rendre. Il savait qu'il serait humilié, peut-être tué. Il y a des records, des enregistrements de cette journée que Pinochet dit « Oh, il peut prendre un avion et après l'avion tombe. » C'est enregistré ça, la voix de Pinochet. Allende a décidé de résister, mais il avait le choix. Il avait le choix de se rendre et résister. Il a résisté tous les matins contre l'armée, la force aérienne et les commandos de la marine. 4 heures et demie. Mais il a choisi. Je pense que ça, c'est important pour un personnage d'un héros. Parfois, un protagoniste, il n'a pas la possibilité de choisir son destin, mais il est dans l'histoire également. Ça, c'est ma réponse. Ok. Anouk, tu as quelque chose à dire dessus? Alors, juste rapidement sur la question de la destination. C'est difficile de répondre parce que forcément, il y a des destinations, mais bon, on va pas non plus vous spoiler tous les contenus de nos romans. Mais enfin, on va dire, pour moi, il y a aussi vraiment l'idée que, en tout cas, dans ATA, c'est un roman sur le mouvement et en fait comment on accueille l'instabilité. En fait, au-delà de l'aspect du voyage, comment on accepte et on réagit au fait que le monde est en constante métamorphose, que on peut pas rester sur des fondations qui sont stables, que tout est constamment en train d'être, comme je disais, détruit et construit à la fois. Et en fait, dans ce genre de choses, il n'y a pas de destination. En fait, il y a le seul moment où ça s'arrête, où il n'y a plus de mouvement, c'est quand on est mort, ou quand tout a été détruit. Donc en fait, c'est au-delà de cette question de la destination. C'est en fait, justement, c'est dans l'idée de, en fait, c'est quelque chose au long cours. En fait, on est tout le temps en voyage et dans cette interaction avec un monde qui change, et même quand on reste immobile, la société change autour de nous, et il faut aussi l'accepter. En fait, on peut pas rester figé. C'est vraiment ça aussi pour moi, l'idée du voyage, c'est de pas accepter d'être dans l'immobilisme et d'être figé mentalement comme physiquement. Voilà, et sur le côté protagoniste, je vais laisser répondre Patrick, je pense. Ok. En fait, du coup, ta question, je pense qu'elle touche assez précisément à ce sur quoi je travaille dans le cycle, notamment. Et ce que tu présentes, en gros, c'est deux conceptions du métaphysique du monde qui sont très différentes. Et ça rejoint en fait ce qu'a dit Gilberto, c'est-à-dire on a une conception essentialisante où le héros existe en dépit et en dehors du monde, où il fait des choix. Et on a un personnage principal, qui va être plutôt le reflet d'une pensée matérialiste, et donc qui va être un personnage qui va être issu d'une trajectoire dans le sens bourdieusien du terme, et qui va être interpénétré par le monde, voire même, et c'est ce que moi je mets en scène dans le cycle, c'est quelqu'un qui subit le monde en fait, comme nous tous. On passe son temps à être soumis à des forces qui nous échappent pour l'essentiel.
Et du coup, pour moi, la nuance, elle est là entre le héros qui narrativement dans la mythologie, le héros en gros est ordonné par les dieux pour mettre en œuvre quelque chose qui a déjà été décidé. Alors que si on s'éloigne de ça en termes de fonction narrative, on part sur quelque chose de justement où il n'y a pas de force divine au-dessus, il y a rien, il y a aucun pouvoir divin ou omniscient ou démiurge qui a décidé que que pour ordonner le monde, il fallait qu'il se passe tel truc ou tel truc, et on a juste quelqu'un qui pour le coup est une personne et qui est ballotté par les marées du monde, comme nous tous et nous toutes. Voilà. Merci beaucoup pour ces réponses. D'autres questions? Au fond, là-bas, et puis après. Oui, je suis arrivée en retard, donc je ne sais pas si vous en avez parlé. En quoi, par rapport au titre, La route du soi, en quoi en fait vos œuvres vous amènent vers vous en fait? En quoi ça vous fait justement changer, ça vous traverse, ça vous fait vous-même évoluer d'une façon pragmatique et existentialiste? Alors effectivement, ça a déjà été un peu abordé, on peut peut-être revenir dessus. Très, très rapidement, du coup... c'est pas facile de résumer du coup ce qu'on a dit, mais désolé, blanc, du coup, si tu veux commencer, Gilberto. Vas-y, Gilberto, peut-être. Petit résumé. Oui, on avait dit qu'on voyage, on fait son chemin pour rencontrer une autre culture, une autre réalité, un autre endroit, mais pour se rencontrer lui-même aussi. De mon côté, ça a été un peu comme ça. Et mon personnage aussi. Pas le personnage de Zona Cero, qui est un personnage chilien au Chili, mais dans le cas de Lord Cochrane, qui c'est aussi un immigrant, quelqu'un qui était un peu exilé de son pays, dans la réalité de Cochrane, expulsé de toutes les institutions, qui doit recommencer, et encore une fois, mais pendant le chemin, il rencontre des autres choses de lui-même aussi. C'est un peu aussi, c'est comme ça aussi pour nous, je dis. Bien. D'autres questions devant? C'était à peu près la même chose. En fait, c'était est-ce qu'il faut partir pour écrire, est-ce qu'il faut partir de chez soi, de son sol, être ailleurs, pour parvenir à écrire cette histoire de migration, de migrer quelque part, puisque vous êtes un insulaire, et puis vous aussi, vous êtes né quelque part. Et en fait, est-ce qu'il faut partir? C'est comme parfois on dit partir pour écrire. Souvent, on dit des écritures africaines, de la littérature francophone. Un écrivain il y a toujours la référence à un lieu de naissance. Est-ce que pour vous, c'est aussi... voilà. Comment ça s'est passé? Pardon, vas-y. Je pense que ça dépend complètement des gens, de ces thématiques. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent très bien rester chez eux toute leur vie et explorer justement dans ce contact avec leur terre quelque chose de très fort. C'est vrai que moi justement j'ai construit mon écriture autour de l'insularité, qui est quelque chose de récurrent dans ma pratique à la fois écrite et dessinée, en étant loin de la Nouvelle-Calédonie. Après, ce qui est drôle, c'est que le dernier tiers d'Aatea, par contre, je l'ai écrit, j'étais en résidence sur l'île d'Ouessant, qui est une autre île, mais qui est en même temps très différente de la mienne, mais où je retrouvais aussi ce rapport à la mer, aux tempêtes. En plus, j'y étais en plein hiver, donc j'ai eu 8 tempêtes pendant la période où j'y étais. Et en même temps, là, je suis dans un moment où ça fait très longtemps que je suis pas retournée en Nouvelle-Calédonie pour différentes raisons, et je sens que en fait, c'est aussi important pour pouvoir continuer à créer, de revenir et de recréer cette connexion, de se renourrir des rythmes, des atmosphères, de ce qui se passe aussi là-bas, parce que voilà, c'est aussi un endroit qui est en mouvement en fait, et donc je pense que c'est un peu cet aller-retour en fait. Moi, voilà, le thème d'Aatea, c'est aussi le déracinement que je vis intérieurement, mais aussi qu'est-ce qu'on peut retrouver, qu'est-ce qu'on garde toujours en nous. Alors, je crois, Gilberto, c'est clair aussi que toi, tu es un déraciné, enfin volontaire, mais un déraciné. Oui.
Juste, Patrick aussi, toi, tu as tu viens d'Angleterre. Moi, je suis anglais, hein, c'est ça. j'ai ma carte de séjour et tout. Ouais. Donc, donc, je crois qu'en fait, effectivement, c'est quand même une constante chez vous. Le déracinement en fait partie, de façon consciente ou inconsciente, de vos processus créateurs. Pour commencer, pour moi, le premier voyage, ça a été de débloquer la peur d'écrire. Parce que, si bien que j'ai travaillé comme journaliste, c'est un métier avec une liaison avec l'écriture, c'est pas considéré une expression artistique, le journalisme. Et après, comme scénariste, pour la télé, pour le cinéma, c'est toujours un work in progress, non? Les choses importantes, c'est les films réalisés, mais pas les papiers avec les scénarios. C'est pas vraiment une littérature. Vous pouvez écrire, il ouvre la porte, il ferme la porte. C'est pas la littérature, mais si c'est bien réalisé, on aura un bon film. Après, pour la BD, on travaille toujours avec des illustrateurs. C'est-à-dire, je n'avais pas l'idée de me considérer moi-même comme un écrivain. Et j'avais un peu peur de faire de la littérature. C'était un défi trop grand. J'avais commencé à plusieurs reprises à écrire des romans au Chili que je n'avais jamais terminés. Mais quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à écrire comme un exercice l'histoire de Lord Cochrane contre Toulouse. Et j'ai décidé d'écrire pas comme un Chilien. Et ça m'a débloqué la tête. Et je me suis dit, non, le narrateur de cette histoire n'est pas un Chilien. Il n'y aura aucun personnage chilien. Seulement des Français, les Anglais, contre les Anglais à l'époque des ennemis, sont forcés de faire une alliance contre les monstres. Voilà, ça a été un plaisir d'écrire, mais parce que j'ai gagné la liberté aussi, d'imaginer des choses sans aucune limitation. Et seulement à partir du troisième roman, j'ai commencé à parler du Chili. Mais c'est évident aussi que pendant l'écriture, les personnages font une espèce de miroir. Et c'est vrai que Lord Cochrane, c'est une espèce d'auto-exilé. Et pour réagir à ce que disait Anouk juste à l'instant, il me semble que le premier Lord Cochrane, tu l'as écrit en espagnol. Oui, mais en espagnol. Et les autres, tu les as aussi écrits en espagnol ou tu as... Tous les 4 en espagnol, Sonacero en espagnol. Les 4 ont été traduits par Jacques Fuentealba, Sonacero par Carole Filière. Aujourd'hui, je suis en train de compléter un polar SF, mélange de genre, en français. D'accord. Et j'ai postulé aussi à la bourse d'écriture du Centre national du livre. Et j'ai dit, j'ai commencé à écrire en français, je peux postuler. Ah, mais vous êtes chilien, vous êtes obligé d'écrire en espagnol. Et j'étais obligé de postuler en espagnol avec le 5e Cochrane. Et ok, et la postulation sera en espagnol? Non, en français. Et le dossier en français. Et envoyez-nous les 3 premiers chapitres. En espagnol, en français. J'étais obligé de me traduire moi-même. Et j'ai fini déjà l'écriture du 5e Cochrane en espagnol, qui sera traduit par Jacques probablement. Et toi, tu avais l'air de dire que l'anglais aussi jouait un rôle dans ton écriture? Je sais pas en fait. Je crois que c'est une question hyper compliquée. Et on va dire que ma posture publique, c'est que j'écris pas sur moi et donc c'est pas tellement des questions que je me pose. Après, bon, bah voilà, enfin moi je crois beaucoup aux sciences situées et je pense que c'est un peu pareil pour l'écriture. Donc il va de soi que mon parcours personnel a sans doute joué là-dessus. Donc moi je suis arrivé en France, j'avais 7 ans. C'est pour ça que tu me disais en fait on n'écrit pas dans la langue maternelle, mais en fait c'est un peu c'est plus compliqué que ça parce que j'ai étudié le bilinguisme aussi à l'université et la notion de langue maternelle elle est pas toujours très pertinente. On va plus parler par exemple de bilinguisme culturel, c'est-à-dire que moi pour le coup je suis ce qu'on appellerait un vrai bilingue. C'est-à-dire un bilingue culturel, c'est-à-dire en gros j'ai grandi dans 2 cultures différentes et du coup j'ai accès alors pas toujours aux références de la télé française des années 80 parce que j'avais pas la télé, mais sinon j'ai la plupart des références culturelles de la France et aussi quelques-unes de l'Angleterre quoi, voilà. Après bah oui, enfin le voyage, j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que moi j'ai toujours voyagé, j'ai écrit des bouquins. J'ai écrit un livre avant de faire de la fantaisie qui s'appelle Écume, où j'ai beaucoup parlé, et je travaille pas mal avec des réfugiés aussi.
Il y a un CADA qui est pas loin de là où j'habite, et donc ça m'arrive très souvent d'échanger avec des gens qui sont pour le coup vraiment pas d'ici, et eux, leur voyage, je peux vous dire, c'est pas les mêmes que les nôtres, voilà. Et du coup, c'est nécessairement des sujets que je trouve intéressants. Après, est-ce que enfin, à quel endroit ça se situe à l'intérieur de moi, de mon processus et tout? Je crois que c'est quelque chose qui m'intéresse pas excessivement, moi. Donc, voilà. Merci. Une autre question peut-être? Oui, là-bas au fond. Bonjour, merci déjà d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vais avoir des choses à expliquer à tous les collègues. Je voulais vous poser une question, justement rebondir même ce que vous aviez dit à propos de ce voyage finalement un peu brutal de ce déracinement. L'inverse, enfin le côté sombre du voyage, c'est aussi l'exil, c'est aussi la douleur que parfois on peut ressentir en ces voyages qu'on n'a pas toujours choisis. Est-ce que vos personnages aussi vivent le voyage parfois comme une épreuve, voire comme une forme de traumatisme qu'ont connu hélas beaucoup de gens dans la vie réelle? Qui veut répondre en premier? Oui, je peux dire oui, parce que dans le cas de Lord Cochrane, le personnage, même si chaque aventure c'est une histoire de fantasy, tous les contextes toujours historiques, et j'ai lu toutes les biographies, les autobiographies, tout ça, et parfois les personnages, oui, il avait le douleur d'avoir été expulsé de toutes les institutions du Royaume-Uni, et même au Chili, quand il est arrivé au Chili, il a reçu la nationalité chilienne. Il avait une fille qui est née au Chili, qui est décédée à Pérou après, une année après, à cause d'une fièvre. Et après, il a perdu la nationalité chilienne parce qu'il s'est absenté du territoire. Le pays était en train de tomber dans une guerre civile. Il est appelé au Brésil pour commander la flotte. Il était toujours une espèce d'Ulysse 19e. Hein. Je veux dire que les deux livres préférés de ma vie sont l'Iliade et l'Odyssée. Et c'est pas une coïncidence, je pense que j'ai choisi un personnage qui est une espèce d'Odyssée ou d'Ulysse 19e comme personnage. Ouais. Anouk, tu... Oui, alors en fait, oui, je pense que de toute façon, il y a forcément de la douleur dans l'exil. À Athéa, ça se traduit aussi par le fait d'avoir conscience. Le départ du personnage est un résultat d'une nécessité absolue. Il n'avait vraiment pas d'autre choix que de partir. Mais malgré tout, de se retrouver dans une situation où il a conscience à la fois de pas pouvoir rester, de pas pouvoir avoir d'appartenance dans le lieu d'où il est originaire, et en même temps d'être nulle part en adéquation avec les sociétés ou les lieux qu'il va rencontrer. Et cette espèce de suspension, on peut pas forcément s'en sortir en fait à partir du moment où on est de nulle part, en fait, on va pas un jour miraculeusement se trouver à un endroit auquel on appartient. Au-delà de ça, dans le voyage en lui-même, dans l'aspect aventure du voyage, il y a un côté assez violent. C'est aussi un roman sur la nature et sur ce qu'on a tendance à oublier un peu dans nos sociétés très protectrices. Le côté violent et très brutal de la nature et tout ce qu'elle peut avoir de cruel. Et j'essaie vraiment de rendre l'ampleur de cette rencontre quand on est seul. Face notamment à l'océan et à tout ce qu'il peut avoir de destructeur et de dangereux. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Moi, je pense que oui. Est-ce qu'il reste des questions? Tu voulais rajouter quelque chose? En fait, ta question, c'était, tu voulais savoir si nos personnages, quel était le rapport de nos personnages à l'exil, c'est ça? C'est ça, hein? Ok. Je sais pas, Sif, c'est un exilé à plusieurs moments dans son histoire. Alors autant des fois le voyage chez lui c'est clairement la fuite de quelque chose. Et oui, est-ce que ça constitue un exil? Si, en fait, oui. Moi, je pense que le voyage en tant qu'élément formateur, c'est pas nécessairement quelque chose de positif. Je pense que ça aussi, mais c'est aussi ce qui peut donner de l'épaisseur à un personnage. Moi, je sais que je me sers beaucoup du fait que Sif est un narrateur, et donc c'est un narrateur imparfait. Et du coup, qu'est-ce qu'il peut projeter comme fantasme, comme souvenir,
sur des lieux, mais aussi des époques peut-être. Et du coup, ça vous le saurez jamais. Mais moi, je sais quelle part est un peu fantasmée dans ce que lui va retranscrire de ce moment-là. Voire même, c'est des choses que je vais intégrer à la structure. Par exemple, le premier tome du cycle, il est construit de manière un tout petit peu disjointe par rapport à ceux qui viennent ensuite pour refléter un peu le flou de l'enfance, on va dire. Alors c'est idem, enfin tout le monde s'en fout et personne n'y fait gaffe à la lecture, mais c'est là quoi. Et effectivement, j'aime bien l'idée que le voyage, mais que l'exil, enfin en fait que n'importe quel voyage, mais que l'exil aussi, et peut-être surtout les raisons qui poussent à l'exil, moi m'intéressent particulièrement parce qu'elles font partie des choses dans le récit dont je me sers derrière pour poser un discours, pour expliquer, par exemple, que les gens qui fuient la misère, ils viennent pas pour voler vos allocations, par exemple. Enfin, je pense qu'on va peut-être conclure là-dessus finalement. c'est une bonne conclusion. Et je remercie nos 3 écrivains immigrés qui nous ont démontré que l'immigration pouvait être une richesse et pas seulement une calamité. Merci beaucoup et encore pour votre participation et merci au public.